Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on parlera de l'affaire du Némagon avec Raphaël Kaminski, avocat qui représente les victimes de ce pesticide qui a contaminé des millions d'ouvriers agricoles au Nicaragua. On parlera ensuite des enjeux juridiques liés à la plateforme TikTok Shop avec Julie Jacob, avocate fondatrice de Jacob Avocat. Et enfin, on parlera de l'emploi des seniors avec Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On débute ce Lex Inside par l'affaire du Némagon, ce scandale sanitaire. Au centre de ce scandale, le Némagon, un pesticide qui a contaminé des millions de travailleurs, des milliers de travailleurs au Nicaragua, qui travaillaient dans des plantations de bananes. Ces travailleurs ont obtenu des décisions de justice au Nicaragua. Ils ont réussi à faire condamner 3 multinationales de la chimie qui commercialisait ce Némagon. Mais aujourd'hui, cette décision n'a toujours pas été exécutée. Pourtant, elles ont été condamnées à 805 millions de dollars. Et également, ces 1245 victimes qui réclament d'être indemnisées devant les tribunaux français. On en parle tout de suite avec mon invité, Raphaël Kaminski, qui représente les victimes du Némagon en France. Raphaël Kaminski, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va revenir sur ce scandale sanitaire qui dure depuis des décennies. Pouvez-vous revenir sur ce contexte pour bien présenter l'affaire ? Oui, bien sûr. Alors, vous avez parlé du Némagon. En fait, c'est le DBCP, le nom générique, le dibrochloropropane, qui est un produit chimique qui a été utilisé depuis les années 50 dans les plantations de bananes un peu partout dans le monde. Sauf que depuis les années 60, à peu près 70, il a été interdit partout dans le monde, dans tous les pays développés, notamment aux États-Unis, suite à des rapports dramatiques qui avaient été révélés par les autorités et par les entreprises multinationales qui le produisaient et le commercialisaient, démontrant que ce produit provoquait des cancers, provoquait des difficultés respiratoires, des problèmes de foie et surtout des problèmes d'infertilité. Donc de nombreuses pathologies. Nombreuses pathologies. Il a été interdit aux États-Unis dans un premier temps. Il y a eu des rapports du Sénat, de l'OMS, mais ces multinationales ont continué à le produire et à le commercialiser en Asie et principalement en Amérique centrale et notamment au Nicaragua, où nos 1245 clients ont été exposés et contaminés par ce produit. Donc les victimes ont commencé à s'organiser à peu près dans les années 90. Comment ça s'est construit un peu cette défense des victimes? Comment elles se sont organisées? Exactement, c'est à partir de cette période-là que les personnes ont commencé à se rassembler sous forme d'associations. Il y a eu des personnes qui se sont chargées de les assister, puisqu'on parle de personnes qui sont souvent très pauvres, parfois analphabètes, illettrés, et donc incapables de se défendre ou de se représenter en justice. Donc il y a des associations qui ont été montées, et il y a surtout cette loi qui a été adoptée au Nicaragua, la loi 364, qui a été adoptée en 2001, et qui offrait un forum pour ces agriculteurs nicaraguayens pour se défendre. Et je me permets de préciser un point important, c'est que cette loi a été adoptée en 2001 à la suite de décisions américaines qui reconnaissaient l'incompétence des décisions des juridictions américaines sur le fondement du forum non-convenience, qui est un concept de droit qui dit qu'il vaut mieux aller voir ailleurs, dans un endroit qui serait plus adapté, en l'occurrence au Nicaragua. D'accord. Alors ensuite, les victimes n'obtenant pas réparation, elles ont eu quand même des jugements au Nicaragua. Donc je l'ai dit en introduction, 805 millions de dollars, hein, c'est conséquent, ouais. Mais ces sommes ne sont jamais arrivées aux victimes. Donc pourquoi ces victimes ont choisi de faire une procédure d'exéquatur en France pour faire exécuter ces jugements? C'est vrai que cette situation pourrait paraître un peu incongrue, mais il y a eu pas seulement une décision, mais il y a eu 6 décisions rendues par les différentes juridictions entre 2006 et 2013 au Nicaragua, de la première instance, appel, puis Cour suprême du Nicaragua. Et effectivement, face au refus d'exécution des juridictions américaines et des multinationales américaines, les plaignants ont décidé de se tourner vers la France.
Pourquoi la France? Parce que le droit nicaraguayen est très proche du droit français, c'est un droit civil de la même famille, et surtout parce que la France est une porte d'entrée vers l'Europe, où ces multinationales disposent d'un certain nombre de biens qui ont d'ailleurs été saisis pour certains. Il y a eu une saisie qui a été faite assez retentissante en 2019 contre une usine d'une de ces sociétés en Allemagne, et l'obtention de l'exéquatur en France permettra l'exécution de cette décision, de ces décisions, partout en Europe. Donc c'est une porte d'entrée vers l'Europe pour permettre l'exécution de ces décisions. Alors, l'introduction de la procédure d'exéquatur a eu lieu en 2022. Le TGI de Paris a rejeté cette demande. Pourquoi il a rejeté cette demande? Alors, instruction en 2018, décision en 2022, effectivement, c'était une longue procédure et le tribunal judiciaire de Paris a refusé l'exéquatur, considérant, ça peut paraître là aussi un peu incongru, que les juridictions nicaraguayennes n'étaient pas compétentes. Donc, c'est assez étonnant comme décision, et c'est ce qu'on a beaucoup critiqué devant la cour d'appel, mais on y viendra. C'est quoi le fondement de... Alors, le fondement, c'était de dire qu'en fait, l'article 7 de la loi 364 nicaraguayenne prévoyait un système d'opt-out. Donc, en réalité, les sociétés défenderesses multinationales américaines avaient la possibilité de refuser d'aller devant les juridictions nicaraguayennes dès lors qu'elles se soumettaient inconditionnellement aux juridictions américaines. Pour nous, c'est une erreur de droit, puisque le tribunal judiciaire n'avait pas à rentrer dans les détails de cette loi nicaraguayenne. C'est pas une révision qui doit être faite dans le cadre d'une exéquatur, mais simplement un contrôle de la compétence indirecte qui consiste en deux critères très simples. Est-ce qu'il y a une compétence exclusive des juridictions françaises? Il n'y en avait clairement pas là. Et est-ce qu'il y a un lien caractérisé avec les juridictions qui ont rendu la décision? Et on ne peut pas dire le contraire, il y en avait clairement un en l'espèce. Donc les victimes ont décidé de faire appel. Qu'est-ce que vous avez soulevé comme moyen en appel pour essayer justement d'avoir gain de cause pour les victimes? Alors, je viens de vous les exposer sur la question de la compétence. On a rappelé qu'en réalité, il y a trois conditions très simples à l'exéquatur et que malgré tous les efforts qu'ont fait et que feront et qu'on continue à faire les défenderesses, c'était finalement un dossier relativement simple et qu'on demandait simplement à la cour d'appel d'appliquer les critères de l'arrêt Simic, de l'arrêt Cornelissen, qui sont les décisions majeures en termes d'exéquatur devant les juridictions françaises. Donc le délibéré sera en février prochain. Qu'est-ce que vous attendez de la décision de la cour d'appel? Eh bien, on attend une affirmation de la décision du tribunal judiciaire et on attend enfin la reconnaissance de ces décisions nicaraguayennes après plus de 20 ans d'attente à la suite de ces décisions qui condamnent, vous l'avez rappelé, à 805 millions de dollars, avec intérêt, aujourd'hui on est à plus de 2 milliards, donc on parle de sommes considérables, et on parle de milliers de personnes dont la vie est en jeu, puisque ces personnes meurent les unes après les autres avec le temps qui passe. En raison de l'exposition à ces médicaments et en raison du temps qui passe et de ce temps qui a été gagné au gré de ces procédures et de ces arguments de procédures soulevés par les défenderesses. Si jamais vous n'obtenez pas de gain de cause ou si on va dire que vous avez un résultat partiel, simplement une certaine somme qui ne satisfait pas les victimes, est-ce que vous imaginez de faire un pourvoi en cassation? Alors je pense que si on a gain de cause, on ne fera pas de pourvoi parce que je crois qu'on a vraiment des clients qui attendent le résultat de cette décision favorable aussi comme une question de principe au-delà du montant. En revanche, si on perd, oui, bien sûr, on ira en cassation. Malheureusement, je crains que même si on gagne, il y aura un pourvoi en cassation des parties adverses et donc que le combat va encore continuer quelques années. Quelques années, ça veut dire qu'on peut se projeter à 5-10 ans? C'est quoi la durée sur ce type de procès? Un pourvoi en cassation aujourd'hui, on peut espérer qu'entre un an et demi, on aura une décision de la Cour de cassation. Maintenant, s'il y avait une cassation et un renvoi, on pourrait repartir sur 2 ans de procédure devant la Cour d'appel. Donc c'est potentiellement entre, on va dire, 1 et 4 ans de procédure encore à venir. Pour finir, vous êtes confiant? Je suis très confiant. Je suis très heureux du travail qui a été fait par mes équipes sur ce dossier. Des équipes de TENIPIC qui ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, pour pouvoir défendre ces dossiers. C'est des dossiers hors normes qui nécessitent un travail considérable pour des clients qui parlent espagnol, qui produisent des pièces en espagnol, et face à des adversaires redoutables et très bien préparés et très bien représentés. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci de nous avoir présenté l'affaire du Némagon. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez TENIPIC et que vous représentez donc les victimes du Némagon. Merci Raphaël. Merci Arnaud. Tout de suite, on change de décor. On va parler de TikTok Shop et des enjeux juridiques soulevés par cette plateforme.
On poursuit ce Lex Inside, on va parler du live shopping, qui est un concept chinois en plein essor en France avec la plateforme TikTok Shop, cette plateforme qui pose plein d'enjeux juridiques. On en parle tout de suite avec mon invité, Julie Jacob, fondatrice de Jacob Avocat. Julie Jacob, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la plateforme TikTok Shop défraie un peu la chronique avec tous les enjeux de marketing commercial derrière et les problématiques des marques qui peuvent venir s'ajouter. On va essayer de comprendre tous ces enjeux juridiques. Tout d'abord, pour bien comprendre tous les aspects, qu'est-ce que cette plateforme TikTok Shop qui a été lancée en mars dernier? Alors TikTok Shop, c'est un grand live shopping. TikTok à la base, c'est une plateforme qui diffuse des vidéos, du contenu en flux continu. Et là, tout d'un coup, il va y avoir des micro-influenceurs qui vont permettre d'acheter en direct. Et donc, ça devient un grand centre commercial digital. On a un espèce de téléachat géant, entre guillemets, avec, comme vous dites, des micro-influenceurs. Quel est le statut de ces affiliés? Alors, ces affiliés sont des personnes qui vont vendre et qui vont être intéressées par des commissions à la vente des produits. En général, c'est de la cosmétique, des produits pour la cuisine, des choses qui sont du quotidien. Et ces micro-influenceurs qui ne sont pas spécialement des professionnels vont devenir affiliés, vont se mettre sur une plateforme et vont offrir aux marques qui veulent faire du TikTok Shop leurs services pour vendre dans du live shopping. Donc, ils ne sont pas spécialement professionnels. Ils peuvent l'être, mais ils ne sont pas seulement. Ça peut être des mères de famille, ça peut être des hommes de plus de 50 ans, des jeunes. Il y a absolument plus de notion de mannequinat ou d'influenceur. On appelle ça des micro-influenceurs parce qu'ils vont vendre des produits avec leur propre storytelling sur la base d'instructions des marques. Alors après, ça peut poser des questions sur le discours par rapport à la marque. Parfois, le langage employé n'est pas forcément le ton escompté par la marque. Alors, en général, la marque, elle va donner des guidelines, un ton, une identité, des éléments de langage. Mais c'est vrai que le risque de micro-influenceur, c'est que le storytelling échappe à la marque. Et donc, du coup, c'est du live. L'influenceur ou le créateur de contenu est beaucoup plus libre. Il y a des risques, évidemment, de dérapage ou de non-contrôle sur l'explication du produit. Mais en général, il y a une ligne directrice qui est donnée au micro-influenceur pour lui expliquer quels sont les éléments de langage et le produit ou le service qu'il va offrir à la vente en TikTok Shop. Alors, si on en revient à la plateforme elle-même par rapport à ces micro-influenceurs, est-ce qu'elle a des obligations pour encadrer justement les ventes qui se passent sur cette plateforme? Alors déjà, TikTok est concerné par le DSA. Digital Services Act, et c'est considéré qu'on appelle comme une très grande plateforme, et elle a donc des obligations d'évaluer les produits sur la qualité, sur les risques, beaucoup d'obligations de contrôle, d'accès aux algorithmes. On voit qu'il y a eu beaucoup de dérives, on pourra en parler sur la protection des mineurs et les risques chez les enfants, sur l'addiction, sur tous les risques possibles. Et donc, elle a des obligations d'avoir des modérateurs, de vérifier les contenus et puis surtout la vente des produits en elle-même, vérifier que la plateforme fonctionne réellement. Ça veut dire qu'aussi, est-ce qu'il y a des contrôles des micro-influenceurs aussi? Ça fait partie des obligations de contrôler les influenceurs qui sont sur la plateforme? Alors, les influenceurs vont être soumis à une charte. Il y a aujourd'hui un statut de l'influence qui existe depuis la loi de 2023. Il y a également une association, un syndicat qui s'appelle l'UMIC, qui protège énormément les influenceurs en créant des chartes pour les marques, des chartes pour les agents, des chartes pour les créateurs de contenu. Donc, on a déjà de la loi plus de la soft law. Et évidemment, il va falloir imposer à TikTok Shop ses obligations parce que la modération est quand même extrêmement faible. Il y a des lacunes énormes en termes de modération, pas tellement de transparence en termes d'algorithme. Donc, on espère que TikTok va se soumettre à notre régulation et à notre soft law. De quelle manière le contenu doit être modéré?
modéré par rapport au fait de vendre des produits qui sont licites, des produits non défectueux, pas de contrefaçon, pas d'atteinte aux droits des tiers, des produits qui sont autorisés. Il y a évidemment tout un tas de jurisprudence aujourd'hui en France, à l'étranger, sur la base de produits qui peuvent être interdits ou qui sont de la publicité mensongère, des faux produits amaigrissants, tout un tas de choses sur les crypto-monnaies. On a eu pas mal de sanctions contre des influenceurs déjà qui ont été prononcées. Et donc, du coup, les micro-influenceurs vont avoir les mêmes obligations que les créateurs de contenu en tant que tels et tel que le cadre juridique existe aujourd'hui. Et le risque le plus important, c'est pas le risque de la propriété intellectuelle, l'atteinte aux droits des marques? Le risque le plus important, c'est la contrefaçon. Il y a beaucoup de contrefaçons sur TikTok, qui est aujourd'hui une plateforme qui manque énormément de régulation, qui fait l'objet d'une enquête, même une enquête préliminaire. Le parquet de Paris s'est saisi suite à une enquête des services de cybercriminalité sur les sujets des mineurs. Donc, il va y avoir la même chose, sans doute, une énorme surveillance sur les marques et les produits pour vérifier qu'il n'y a pas de contrefaçon, et également des produits qui ne sont pas interdits en France ou non homologués. Je pense notamment à la cosmétique, aux produits parapharmaceutiques, de beauté, etc. Et donc, les dérives peuvent être énormes. Donc, c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui sur la protection des mineurs et le skinny talk qui a été d'ailleurs mis en avant par notre ministre du numérique, eh bien, va devoir également être vu sous l'angle du commerce électronique et de la protection des consommateurs. Alors justement, la protection des consommateurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter des garanties aux consommateurs dans ce cadre qui paraît fou, où on a une multiplicité de possibilités de contrefaçon ou de produits interdits qui peuvent être diffusés? Eh bien, aujourd'hui, on a le code de la consommation qui va s'appliquer, puisque TikTok Shop peut s'adresser donc à des consommateurs français. Donc, notre code de la consommation avec la garantie des produits, le droit de rétractation, la possibilité de renvoyer si jamais toutes les règles du droit de la consommation et qui sont prévues par notre réglementation française. Également le DSA, qui est un cadre qui va être appliqué à cette grande plateforme qui est TikTok. Et donc, du coup, on va devoir évidemment s'assurer d'interdire un certain nombre de pratiques, notamment vendre à des mineurs, notamment offrir des cadeaux à des mineurs, interdire les dons, faire une protection renforcée sur les produits, vérifier l'âge, tout un tas de choses pour éviter les dérives, l'addiction, les flux continus de TikTok qui est très addictif, et donc du coup les dérives possibles en termes de téléachat, puisque cette nouvelle version du téléachat qui est déjà très addictive par TikTok peut être encore aggravée. Alors, vous parlez de l'addiction à ces contenus. Est-ce qu'il y a des contraintes juridiques au niveau du marketing digital? Eh bien, il va falloir évidemment suivre les recommandations de la RPP sur évidemment tout ce qui est information, transparence, loyauté, que les micro-influenceurs et donc les affiliés fassent également l'objet, à mon avis, de formation pour justement être cadrés. Le live shopping, c'est vraiment quelque chose qui, normalement, on le connaît, nous, à la télé, avec le téléachat, mais il y a quand même des règles pour informer clairement de façon loyale, qu'il n'y ait pas de publicité trompeuse. Et donc, du coup, moi, je recommande qu'il y ait une formation et une surveillance de ces micro-influenceurs qui ne peuvent pas être lâchés dans la nature pour vendre en live des produits dont ils ne contrôlent pas ni les effets, ni les conséquences en termes de vente. Une formation qui devrait être assurée par la plateforme elle-même. Par la plateforme, Lumic la propose également. C'est un statut qui est vraiment encadré. On ne s'improvise pas créateur de talent. Il y a des créateurs de talent qui sont même journalistes, donc qui font de la promotion de la marque, mais tout ça est très cadré dans le but de protéger les consommateurs et les plus vulnérables, dont je pense surtout aux mineurs sur TikTok. On va conclure là-dessus. Merci Julie Jacob. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet Jacob Avocat. Tout de suite, on enchaîne sur un autre sujet en matière de droit social. On va parler emploi des seniors.
On parle tout de suite emploi des seniors à l'aune des accords nationaux interprofessionnels avec mon invité Angélique Desruelles, fondatrice du cabinet CFDLO. Angélique Desruelles, bonjour. Bonjour Alors, on va Arnaud. parler ensemble emploi des seniors avec les accords nationaux interprofessionnels qui sont intervenus en 2024 et 2025. Quels sont les constats faits par ces accords nationaux interprofessionnels? Alors, ces accords nationaux interprofessionnels qui ont été en fait négociés par des organisations syndicales et patronales, elles ont été négociées parce on est parti d'un constat en 2023 qui est très criant, très très parlant. En fait, le taux d'emploi des seniors, la tranche 60-64 ans, en France est très largement inférieur au taux d'emploi des seniors en Europe. C'est vraiment une différence abyssale, voire colossale, puisqu'en France, on est à 39% contre 51% en Europe. Donc ça pose vraiment un gros problème pour un pays comme la France qui envisage de mettre en place une énième réforme des retraites pour lequel une telle réforme n'est soutenable que si effectivement il y a un emploi des seniors un peu plus important, bien plus important plutôt. Et donc, quand on a creusé, on s'est rendu compte, enfin les partenaires sociaux notamment, se sont rendus compte qu'en fait les précédentes réformes sur les seniors avaient été beaucoup trop légères en fait. On avait vraiment beaucoup de mesures facultatives et des mesures faibles, pas très importantes. Et aujourd'hui, l'idée est de changer le regard. On nous demande de parler de salariés expérimentés pour mettre en place justement le fait que avoir un salarié senior, embaucher un salarié senior, c'est une richesse par rapport à leur expérience. Alors, dans ces nouveaux accords, il y a une obligation de négocier justement sur ces thèmes de l'emploi des salariés expérimentés, comme vous le dites. Comment ça se traduit avec la négociation collective? Quelle est l'articulation de cette obligation avec la négociation collective? Hein, vous avez raison, Arnaud. C'est devenu une négociation à part entière donc pour les branches et les entreprises de 300 salariés et plus. Donc, c'est-à-dire que c'est une négociation à part entière, comme aujourd'hui, par exemple, la QVTC ou l'égalité professionnelle. Concrètement, en termes de temporalité, ça ne va rien changer. Cette négociation, elle pourra se faire le même jour, à la même table, pendant la même réunion. Mais en pratique, ou plutôt, je vais dire, sur le papier, il faudra un chapitre dédié maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mesures pour les seniors, elles étaient souvent, c'était 2-3 lignes, par exemple, dans la gestion des emplois. Et là, il va falloir vraiment prévoir un chapitre dédié. Donc, les entreprises vont devoir réfléchir, elles vont devoir faire un diagnostic et elles vont devoir poser des objectifs. Alors justement, vous dites les entreprises vont devoir poser des objectifs, réfléchir. Comment ça va se faire justement? Quels sont les leviers pour les entreprises pour justement parler de ce sujet, de le prendre en main? Alors, l'ANI fixe un socle de 3 thèmes en fait de négociation. Tout d'abord en termes d'embauche. En termes d'embauche, donc je viens de le dire, il va falloir que les entreprises fixent des objectifs. Il y en a déjà qui l'ont fait. Et notamment, par exemple, en termes de recrutement, il faudra revoir les annonces. Il ne pourra plus y avoir de biais en matière d'âge, par exemple. Le deuxième thème, c'est le maintien dans l'emploi et le dispositif de fin de carrière. Donc, les entreprises doivent prévoir des mesures concrètes. Il y a déjà pas mal d'accords sur les seniors, notamment qui prévoient par exemple la prise de jours sur le CET, des congés payés seniors. Il y a l'accord Sephora qui prévoit par exemple la semaine de 4 jours et qui prévoit notamment la possibilité d'un temps partiel à 90%, mais rémunéré comme un temps plein. Et il faudra aussi prévoir aussi tout ce qui est l'usure professionnelle, etc. Donc, il y a plein de mesures qui peuvent être mises en place. Et le troisième socle, en fait, c'est le socle sur la transmission de l'expérience, qui est un socle aussi important, avec l'introduction de dispositifs de tutorat, de mentorat. Par exemple, on a l'accord Schneider Electric, je regardais, qui prévoit qu'en fait, si un salarié expérimenté devient tuteur, alors il bénéficie d'un temps partiel sans baisse de rémunération. Bon, on voit qu'il y a plein de leviers pour les entreprises. Autre sujet dans ces accords, l'expérimentation d'un contrat de valorisation de l'expérience. De quoi s'agit-il? Alors, ce CVE, c'est vraiment le vrai contrat senior, en fait, pour les salariés de 60 ans ou âgés de 57 ans si un accord collectif existe. Donc, ce CVE, c'est vraiment un CDI de droit commun. C'est vraiment un vrai CDI comme on connaît. Par contre, c'est assoupli. C'est assoupli pour la mise à la retraite, donc c'est-à-dire que l'employeur a des conditions plus favorables pour mettre le salarié à la retraite. Et d'autre part, il va bénéficier d'une réduction de cotisation patronale de 30% sur l'indemnité de mise à la retraite. Donc, vraiment, l'idée ici, c'est de sécuriser les employeurs, de les rendre un peu moins frileux pour
pouvoir proposer ce type de CDI. Alors, un autre sujet important, c'est l'aménagement des fins de carrière. Concrètement, quelles sont les mesures? Alors, les mesures, il y en a plusieurs. Il y a la retraite progressive qui existe déjà, qui existe depuis longtemps, mais qu'on ne pouvait quasiment jamais mettre en œuvre concrètement, puisque la loi prévoyait l'âge légal moins 2 ans, ce qui était concrètement et en pratique difficile à mettre en œuvre. Ici, les conditions sont assouplies. On est sur 60 ans plus 150 trimestres, donc c'est largement réalisable. Et donc c'est assoupli, et en même temps, on vient demander à l'employeur de plus de critères pour le refus. Donc, en fait, il y a un contrebalancier qui est mis en place par tout ça, qui va pouvoir permettre enfin de donner une réalité à la retraite progressive. Il y a un deuxième dispositif qui est le temps partiel aménagé avec l'indemnité de fin de carrière. J'ai plus le nom exact, mais c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, si le salarié est à temps partiel ou à temps réduit, il va pouvoir bénéficier en avance d'une partie de son indemnité de départ à la retraite sous forme de versement qui va lui permettre, lui, de compenser en fait la perte de salaire. Le solde, il aura la fin. Et donc, c'est vraiment assez incitatif pour les deux parties. Ensuite, au niveau de la mise à la retraite, donc si l'employeur embauche un salarié de 67 ans, il pourra maintenant, dorénavant, le mettre à la retraite si ce salarié a l'âge du taux plein. Avant, ce n'était pas possible. Vous vous souvenez, avant, c'était 70 ans, on ne pouvait rien faire, il fallait l'accord du salarié. Et toutes ces mesures, elles étaient vraiment largement dissuasives. Alors, un autre point intéressant, c'est la suppression de la limitation des mandats successifs du CSE. Concrètement, quel est l'objectif? Alors oui, c'est une mesure phare. Alors concrètement, l'objectif, en fait, c'est de monter en compétence en fait l'institution, puisqu'on va avoir ça sera plus linéaire, en fait, ce sera plus durable. Et puis, il faut pas se le cacher, c'est aussi de parer à la carence des candidats. En fait, en pratique, on va pouvoir assister à une professionnalisation de l'institution, puisqu'on va avoir des mandats qui vont durer plus longtemps dans le temps, et une montée en compétences avec un dialogue social qui va être plus affirmé, et notamment sur le thème de l'emploi des salariés expérimentés. On va avoir des salariés plus expérimentés au niveau de ces institutions et qui vont être plus à même de gérer ce sujet. Bon, le petit inconvénient, c'est qu'on aura peut-être un petit peu moins de diversité, donc il faudra prendre cela en compte dès le départ lors des élections. Alors, la loi intègre également des mesures liées à la convention d'assurance chômage et au bonus-malus. Quels sont les changements? Alors, s'agissant de la convention d'assurance chômage, effectivement, la condition d'entrée est assouplie. On passe de 6 mois à 5 mois pour les primo-entrants. Donc, les primo-entrants, c'est qui? Ce sont les jeunes, mais ce sont aussi les seniors. Donc, c'est vraiment intéressant pour les seniors. Et la deuxième condition, le bonus-malus. Donc, ce bonus-malus, je l'explique en 2 secondes, il est destiné à inciter les entreprises à éviter d'avoir recours aux contrats courts. Et donc, par exemple, dans un cas d'espèce d'un salarié expérimenté, je vais prendre l'exemple de l'inaptitude d'origine non professionnelle, ce bonus-malus ne s'appliquera pas. Donc, c'est vraiment incitatif pour les employeurs, ça va les rendre moins frileux d'embaucher des salariés au profil expérimenté, certes, mais qui peuvent avoir plus facilement aussi un pépin en matière de santé. On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Angélique Desruelles. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet CFD Law. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.